create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bonjour pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à la Satosphère. Nous sommes en direct de la SAT ici à Montréal. Et pour tous les internautes de partout à travers la francophonie, rebonjour. Armand Afkami, votre animateur. Plaisir d'être des vôtres aujourd'hui et pour le reste de la semaine numérique MTL Connect. On a passé un avant-midi ou une première partie de notre avant-midi à parler justement de toutes les différentes facettes de l'IA et comment qu'elle affecte les différentes facettes de la société, le travail, demain, l'avenir, comment qu'on se retrouve en tant qu'humain dans une société qui est si fortement affectée par cette révolution numérique. Là, on va continuer avec une deuxième grande conférence, mais déjà juste avant, pour ceux qui sont ici dans la salle avec moi, je vais faire un petit test. Vous êtes ici, bonjour? OK, oui, vous êtes là. Moi, je vais toujours faire ça, m'assurer que les humains qui sont ici sont engagés, parce que je sais qu'il y a plusieurs gens qui ne peuvent pas me répondre, mais qui sont en ligne et qui nous regardent. Alors, bonjour! Et vous pouvez me répondre, mais je ne vais pas vous entendre. Bonjour! Ils me répondent. OK, mais c'était pour eux autres, là. C'était pas pour vous. OK, vous me suivez quand même. OK, mais c'est bon, j'aime ça. On est engagés. On va passer tout de suite à notre deuxième grande conférence de la journée. Et pour ce faire, j'aimerais tout de suite inviter notre grand conférencier. Il est président et chef de la direction chez Micrologique. Il va nous parler de la souveraineté numérique et quand que la souveraineté numérique devient un levier de résilience collective. Sans plus tarder, Montréal Connect, accueillons Stéphane Garneau. Merci. Merci. Ben oui. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui? Est-ce que vous savez de quoi on va parler ce matin? De souveraineté. Qui a dit ça? En fait, ce matin, je vais me présenter d'abord. Je suis Stéphane Garneau, je suis président de Micrologique, qui est une société canadienne. Nous, on est, depuis les 10 dernières années, à bâtir un nuage souverain. Donc, la personne que je ne vois pas dans la salle, mais qui parlait de souveraineté, c'est ce qu'on fait dans la vie, nous. On fabrique un cloud pour les besoins institutionnels, donc les très grandes entreprises, les gouvernements, la santé, l'éducation, les banques, données sensibles, hautement sensibles. Donc, si vous ne nous connaissez pas, ça se peut. Puis, je vous explique un peu ma vie des 10 dernières années. C'est un peu ça que j'ai le goût de faire ce matin, vous partager un peu ma vie des 10 dernières années, parce que ma vie est directement en lien avec l'actualité des 6 derniers mois. Donc, depuis 10 ans que je me promène, puis que je fais des conférences, puis que j'embauche des gens, puis qu'on essaie de prévenir, de convaincre, de créer l'éveil au niveau des décideurs pour dire on devrait prendre soin de nos données ici, au Canada. On devrait être capable, nous, d'héberger nos données, de les protéger, de les traiter. On devrait être capable de les comprendre. On devrait être capable d'être des acteurs de premier plan et non des consommateurs de technologie qui vient d'ailleurs. Ça, c'est mon speech depuis 10 ans. Puis c'est difficile, honnêtement, quand tu es un joueur plus petit, puis que ta compétition s'appelle Google, Microsoft et Amazon, c'est excessivement difficile. C'est une marche dans le désert, je vous dirais. Je vais vous partager un petit vidéo pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Micrologique. Aujourd'hui, là,
Je vous parle de l'entrepreneur qui est dans un domaine de la souveraineté numérique. Donc, je n'ai pas l'intention de rien vendre aujourd'hui. Comprenez là, que mon objectif durant les 30-35 prochaines minutes, ce n'est pas de vous vendre mon entreprise, c'est de vous partager un peu ce qu'un entrepreneur en technologie de l'information, en données souveraines, voit et qu'est-ce qui l'inquiète et qu'est-ce qui stimule de continuer. C'est de ça que je vais vous jaser aujourd'hui. Ça vous va, tout le monde? Oui. Chez Micrologique, on ne s'est jamais contenté de ce qui est. On veut créer ce qui sera. On veut rêver toujours plus grand, oser boire toujours plus loin, oser relever des défis complexes, oser faire toujours mieux pour le bien de tous, ensemble. Chez Micrologique, on veut bâtir un avenir numérique plus indépendant, plus responsable, plus humain. Un avenir qui mise sur des choix énergétiques durables, sur des solutions qui assurent la souveraineté des données, sur l'intelligence collective créée par une entreprise fièrement d'ici. Notre équipe exceptionnelle a su se placer aux côtés des géants de l'industrie et aujourd'hui, plus que jamais, grâce à la force et aux valeurs de notre communauté et de nos 350 experts, on est toujours prêt à trouver ensemble les meilleures solutions pour relever les défis de demain. Parce qu'ensemble, on ose voir plus loin que la donnée. Donc, voir plus loin, il y a des gens qui applaudissent, merci. Voir plus loin que la donnée, en fait, ça veut dire qu'on ne parle pas juste de technologie. Quand on parle de souveraineté de la donnée, on parle vraiment d'un mouvement de société. On parle d'une prise de conscience de société. Parce que ça ne touche pas seulement les bits et les bytes, ça touche le volet monétaire. On envoie environ 18 milliards US par année à des géants américains. 18 milliards. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose. Au Québec, Amazon a décidé de fermer ses entrepôts de distribution là, pour les colis. Des raisons nébuleuses, personne ne comprenait pas trop, mais du jour au lendemain, tous les entrepôts d'Amazon au Québec ont fermé et tous les employés ont été mis à pied. Le gouvernement s'est empressé de dire « ça n'a aucun bon sens qu'Amazon ferme de façon sauvage nos entrepôts ici au Québec. On veut cesser de faire affaire avec Amazon. » Fait que le gouvernement provincial a dit à tous ces organismes « cessons de faire affaire avec Amazon. » Le gouvernement fédéral a fait exactement la même chose. Il a dit « on envoie beaucoup trop d'argent à Amazon versus la façon qu'ils nous traitent. Fait que j'aimerais ça qu'on cesse de faire affaire avec Amazon. » Ça, c'est en janvier à peu près. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Selon vous, combien de personnes ont réussi à se sevrer d'Amazon depuis ces gestes politiques-là, depuis que le gouvernement provincial et fédéral ont dit « cessons d'utiliser Amazon ». Personne. Merci. Personne. Parce que c'est trop compliqué de sortir d'Amazon qu'on se fait dire. On est emprisonné dans un nuage qui n'est pas le nôtre. Et s'il arrive quelque chose comme il vient d'arriver au Québec, nous ne pouvons pas sortir. C'est-tu grave? Ça veut dire que tout le monde, on ne parle pas d'une petite compagnie qui décide de commencer son développement applicatif dans une plateforme puis qui n'a pas les moyens, fait qu'il va aller sur Amazon puis il va utiliser tous les microservices puis il va utiliser la panoplie de services parce qu'il n'est pas un gouvernement, il n'est pas une grande entreprise, c'est une petite PME puis pour starter, ça y prend ces outils-là. Par contre, un gouvernement ne devrait jamais être dépendant d'une compagnie américaine, ne devrait jamais être dépendant que s'il se passe quelque chose comme il est arrivé en janvier, sortons, ça se peut pas, là. Fait que ça, moi, tout le monde s'éveillait en disant « ça n'a pas de bon sens ». Puis là, je disais « bien nous, ça fait 10 ans qu'on parle du fait qu'il ne faut pas être dépendant d'un seul manufacturier. L'info nuagique, il faut que ça soit ouvert. Si aujourd'hui, je suis chez Microsoft puis que ça ne me tente plus d'être chez Microsoft, il faut que j'aie la pleine liberté et la pleine autonomie de pouvoir bouger mes charges de un à l'autre. Il ne faut pas que je sois pris de un à l'autre. Au cas où il arrive quelque chose, au cas où nos lois, au cas où nos règlements, ou juste au cas où notre société décidait que ça ne fait plus au niveau des fournisseurs actuels, il faut qu'on ait cette liberté-là. Malheureusement, en 2025, on réalise que les 10 dernières années ont été néfastes pour notre environnement numérique, parce qu'on a tout donné aux Américains, le bien le plus précieux qui sont nos données. C'est ça qu'on a fait. Fait que ça, c'est le début de l'année, fermeture des entrepôts d'Amazon. Un peu plus tard, les tarifs. Les tarifs arrivent, puis là, tout le monde dit
Là, il faut faire de l'achat local, il faut faire de l'achat local. Regardons qu'est-ce qui nous coûte cher dans la vie, combien d'argent qu'on envoie aux États-Unis pour différents secteurs d'activité, puis il faut absolument tenter de rapatrier ça le plus vite possible. Puis là, soudainement, il y a du monde qui sont levés en disant « Hey, 20 milliards par année, entre 18 et 20 milliards par année pour l'info nuagique, ça, c'est un des points qui pourrait faire mal aux Américains. Fait qu'on devrait arrêter d'envoyer notre argent aux États-Unis. » Les gens se disaient ça au printemps. Selon vous, là, on est rendu à mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On est rendu à combien de personnes qui ont cessé d'envoyer leur argent aux États-Unis à cause des tarifs? Oh! Merci! 0. Parce que les gens sont prisonniers. Vous réalisez là l'ampleur de la patente, l'ampleur du fait qu'on est pris aujourd'hui à ne pas pouvoir avoir cette liberté-là numérique. C'est grave, là. Fait qu'on continue. Il y a une commission européenne qui met de l'avant cet été Microsoft, parce que la Commission européenne est tannée de tout envoyer ses données aux États-Unis, puis ils se font dire par plein de monde, les données, ils ne sont pas nécessairement aux États-Unis. On a des centres de données en Europe, puis même si c'est des clouds américains, ben c'est Microsoft France qui est là, donc ce n'est pas Microsoft USA, c'est les centres de données en France. Puis là, ils ont mis de l'avant une commission européenne pour vraiment comprendre, c'est-tu vrai ce qu'on est en train de se dire là? On est-tu dépendant ou non? Si jamais les États-Unis décidaient de venir voir nos secrets industriels, si jamais les États-Unis décidaient de venir voir nos projets de loi qui s'en viennent, si jamais les États-Unis décidaient de venir sneaker un peu les échanges commerciaux, est-ce qu'il y aurait accès à nos données? C'est ça la question que la Commission européenne a posée à Microsoft. Et moi, je n'étais pas surpris parce que ça fait des années qu'on parle du Cloud Act et du Patriot Act et qu'on dit à tout le monde, nos données, quand on envoie nos données aux États-Unis, on envoie une partie de notre souveraineté aux États-Unis. Parce que notre souveraineté, c'est très législatif. Donc, quand on accepte d'envoyer une portion de nos données aux États-Unis, bien, on accepte de se soustraire à la législation canadienne qui est faite pour protéger nos propres données. Ça veut dire que nos lois et règlements qu'on applique, ils servent absolument à rien. Parce que ce n'est pas sur notre territoire. Fait qu'on s'imagine que parce que Microsoft, Google, Amazon vient déposer ces données au Canada, c'est sur notre territoire, puis qu'on est pleinement responsable, puis qu'on est pleinement propriétaire de tout ça. Mais ce n'est pas vrai. On décide, quand on les envoie aux États-Unis, de se soustraire à la réglementation américaine qui n'est pas la même que la nôtre. Es-tu meilleur, es-tu pire? Je ne suis pas là pour le déterminer, sauf que c'est la nôtre. On est des Canadiens, on s'est voté des gouvernements pour faire des lois, donc on veut nous-mêmes être capables de les appliquer, ces lois-là. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais Stéphane, si c'est un marché de 18 milliards par année au Canada, les Microsoft, Google, Amazon, ils vont faire en sorte qu'ils vont être conformes aux lois canadiennes. » Parlez-en aux médias. Parlez-en aux médias qui sont en train de se faire manger par la publicité sur Facebook, qui sont en train de se faire manger par tous les articles qui sont rediffusés gratuitement sur toutes leurs plateformes. Le gouvernement a tenté de freiner ça. Le gouvernement a tenté de mettre des bâtons dans les roues des grands joueurs américains pour dire, là, vous êtes sur notre territoire, si jamais vous jouez un peu avec les données des médias locaux puis que vous les passez à travers les plateformes, il faudrait que vous payiez, là. Vous savez la suite? Combien d'argent que les États-Unis ont donné au Canada pour ça? Merci. La Commission européenne, les tarifs. Excusez-moi, j'ai fait un saut, je voyais la caméra, je me faisais attaquer par une caméra. La Commission européenne, les tarifs, la réglementation, ces trois éveils qu'il y a eu dans les derniers mois, puis que tout le monde se dit, « Hey, là, il faut vraiment qu'on prenne en main nos données, il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'on ait notre propre nuage canadien. Il faut vraiment faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes faire le traitement de l'intelligence artificielle. Il faut que nous-mêmes, on puisse avoir accès aux processeurs NVIDIA. Fait qu'on va se bâtir des fermes et des fermes. On va travailler avec les entreprises d'ici. 18 milliards par année qu'on envoie. Combien vous pensez qu'il en reste au Canada pour des entreprises comme la nôtre pour innover, selon vous? Là, ce n'est pas zéro, là. Presque zéro. Dans les 10 dernières années, nous, Micrologique, on a généré 1,5 milliard de revenus. Là, vous allez dire, c'est énorme. Moi, je vous dis que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais si je regarde le 1,5 milliard de revenus, ce qu'on a réussi à réaliser,
Je vais vous le montrer. Parce que là, on ne parle pas juste de faire un choix d'un fournisseur infonuagique. On parle de faire un choix de ne pas envoyer 10 milliards par année aux étrangers. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis pas juste en train de vous vendre un cloud. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire réaliser collectivement à tout le monde qu'on a une problématique si on s'imagine qu'il n'y a pas d'alternative canadienne pour faire un cloud souverain, puis que 10 milliards par année doivent aller aux États-Unis, sans qu'on réfléchisse. The information age we live in means it's no longer about who makes steel or controls oil, but who's got your data. Ne laissons pas notre identité numérique nous échapper. Profitons de cette opportunité pour être des leaders. One of the things that has happened in the last, I would say, maybe even 6 to 9 months, is the awakening of every single country, every single society, the awakening that they have to control their own digital intelligence. Alors ça, c'est ce qu'on a fait les 10 dernières années avec notre 1,5 milliard cumulé versus les 18 millions qu'on envoie aux États-Unis. Là, vous allez me dire, ouais, mais dans la vidéo, Stéphane, tu parles de 10 milliards. C'est il y a déjà un an. 18 milliards cette année, puis ça va possiblement être 26 milliards l'année prochaine, puis ça va probablement être 30. La raison, c'est que l'infonuagique, c'est des abonnements. Donc, quand les gens s'abonnent sur un nuage, ils s'abonnent en moyenne sur un horizon de 10 ans. Et les gens, la première fois qu'ils s'abonnent, ils pensent qu'ils vont payer 1 000 $ par mois, mais ils se rendent compte très, très rapidement que ça leur coûte 6, 8 et 12 000 $ par mois et que les factures sont complètement difficiles à prévoir. Donc, la prévisibilité d'une facturation infonuagique est impossible. Ce qui fait que les chiffres, 18, 20, 20, c'est énorme. On envoie une quantité astronomique de dollars qui pourrait très, très bien servir à bâtir notre souveraineté numérique canadienne, qui pourrait très, très bien servir à laisser l'argent dans les coffres d'ici, pour nos hôpitaux, pour nos routes, pour nos écoles, pour notre société et pour notre compréhension de la technologie. Tout se joue en ce moment. 2025, 2026, c'est là qu'on va déterminer pour les 10, 15, 20 prochaines années, est-ce qu'on va être des consommateurs des technologies américaines ou on va être des acteurs de premier plan dans l'intelligence artificielle, dans l'infonuagique, dans la protection de la donnée. Est-ce que c'est un sujet que vous voulez entendre parler ce matin? Oui. C'est de ça qu'on jase. Ça vous va? Bon. Donc, vous le savez, puis c'est drôle parce que j'ai regardé mon vidéo puis je disais, je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit, fait que ça fait deux conférences que je fais pour rien vendre. Puis c'est un peu vrai parce que tu es en entreprise, tu es en business pour faire des profits, tu es en business pour embaucher des centaines de personnes, pour investir, c'est pour ça que tu fais des affaires. Puis à un moment donné, il arrive des occasions, quand tu es en affaires, très, très rares, comme la mienne, honnêtement, de trouver ce qu'on appelle le why. Pourquoi tu te lèves le matin depuis 15 ans? C'est quoi ta motivation première? La mienne, c'est pas de faire des profits. La mienne, c'est pas d'embaucher. La mienne, c'est pas d'être un entrepreneur. La mienne, c'est de me battre pour la souveraineté de la donnée. Mon grand rêve, c'est qu'on ait un grand cloud souverain pan-canadien. Mon grand rêve, c'est de faire en sorte qu'on peut traiter nous-mêmes nos données. Mais comment on fait ça? Comment on fait pour se battre contre Microsoft, contre Google et contre Amazon? C'est ce qu'on est en train de faire. Puis c'est de ça que je veux vous jaser ce matin. Donc, quand on se posait la question il y a 10 ans, comment on se bat contre Microsoft, Google, Amazon, on se disait, il faut trouver les inconvénients de ces grands joueurs américains-là. Outre le fait qu'on sait que c'est mal d'envoyer notre argent aux États-Unis, outre le fait qu'on sait que c'est mal de ne pas être responsable de nos propres données, c'est quoi les impacts si grands que ça peut provoquer? Puis là, on se faisait des réflexions. Puis là, on se disait, c'est-tu vraiment si grave que ça? Si je vous posais une question, ça serait-tu si grave que ça de part de banques canadiennes? Ça serait-tu si grave que ça? J'entends pas. Ça serait grave, hein? Ça serait-tu si grave que ça
de ne pas avoir de compagnie de téléphone cellulaire canadienne. Ce serait-tu grave tant que ça? Ce serait-tu grave tant que ça que les Américains pourraient regarder toutes nos conversations téléphoniques? Ce serait-tu grave? Fait que c'est ça qu'on se posait comme question. C'est quoi que ça fait de ne pas être propriétaire de nos propres données? Moi, je crois à un principe qui s'appelle se placer dans un contexte favorable. Se placer dans un contexte favorable, c'est commence quelque chose, puis ça va t'amener ailleurs. C'est assez simple comme, c'est assez simple comme principe. Mais j'ai de la misère à concevoir comment on va être des leaders en intelligence artificielle si on ne touche pas aux tables de données, si on ne touche pas aux modèles, si on n'est pas en train de picosser avec ça puis d'essayer de comprendre tout ce que les Américains sont en train de comprendre, tout ce que les Chinois sont en train de comprendre, tout ce que les Européens sont en train de comprendre, tout ce que partout à travers la planète, c'est la course, c'est le combat. Alors, est-ce qu'encore une fois, on veut être des consommateurs de ce que les autres ont fabriqué ou on veut être des leaders, des innovateurs? Le professeur qui était là juste avant moi disait, si vous regardez comme il faut ChatGPT, la majorité de l'innovation à l'intérieur de ChatGPT, il y en a beaucoup qui proviennent d'ici au Canada, qui proviennent d'ici à Montréal, qui proviennent d'ici à l'Université de Montréal. Mais on le réalise, là, nous perdons de plus en plus notre leadership au niveau des technologies de l'information parce que nous ne sommes pas dans un contexte favorable pour jouer avec. Puis c'est ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Je vais souvent dans des événements partout à travers le monde pour l'intelligence artificielle puis le déploiement de l'IA dans les organisations. Du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique, du côté de l'Europe. Et ici, au Canada. Puis je vous le dis, la différence, elle est marquée. Autrement dit, si un entrepreneur à Tokyo s'en va dans le même salon qu'ici à Montréal pour comprendre comment déployer, comment utiliser, puis comment faire avancer l'intelligence artificielle pour son entreprise, il va avoir possiblement 22 personnes autour de lui qui vont l'aider puis qui vont pouvoir faire en sorte qu'il va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer des processus, pour remplacer des tâches, pour innover, pour être plus à l'avant-garde. Même salon du côté de Montréal, les entrepreneurs cherchent l'expertise. Les entrepreneurs cherchent qui pourrait nous aider à faire mieux avec l'IA, qui pourrait nous aider à déployer l'IA dans mon organisation, qui pourrait prendre mon centre d'appel puis faire en sorte que dans 5 ans, ce centre d'appel-là soit boosté aux hormones, pas aux hormones, aux stéroïdes par l'intelligence artificielle. Nous avons peu d'expertise canadienne parce qu'on ne joue pas dedans assez. Parce qu'on se considère comme des utilisateurs des technologies qui viennent d'ailleurs. Pourtant, on est capable de faire des vaccins, on est capable de faire des avions, on est capable de tout faire ici à travers le Canada. On est souverain dans un paquet de domaines. Qu'est-ce qui est compliqué de venir déposer des données sur un disque rigide? Qu'est-ce qui est compliqué de venir déplacer un serveur physique vers un environnement infonuagique? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Je suis une toute petite compagnie de 350 personnes et j'ai créé un cloud. Un cloud qui se compétitionne des géants pour les données sensibles, hautement sensibles. Il y a des banques qui roulent chez nous, il y a des sociétés qui roulent chez nous, il y a des très grandes entreprises qui roulent chez nous. Ce n'est pas hors de portée. Alors pourquoi on accepte ça, qu'il n'y ait pas 18 micrologiques à travers le pays, qu'il n'y en ait pas 26, qu'il n'y en ait pas 32? Fait qu'autrement dit, là, je ne prône pas pour que Micrologique devienne le joueur le joueur canadien pour la souveraineté numérique. Mon combat, c'est que les gens réalisent, on est-tu en train de se faire passer quelque chose? Parce que le grand talent des firmes américaines en technologie, c'est de rendre ça compliqué. C'est de faire en sorte qu'ils soient dépendants. C'est de faire en sorte que quand on s'adresse à un client et qu'on dit « Tu veux-tu venir chez Micrologique ou tu veux aller chez Microsoft? » Bien, pour des raisons X, Y, Z, les personnes vont quand même aller chez Microsoft. Même dans les établissements, je vous le dis, là, c'est difficile psychologiquement de comprendre ça, là, mais quand on voit le mouvement global, là, c'est fascinant. Tu es dans un hôpital. L'hôpital, la première chose que la personne va te dire quand tu le rencontres, « J'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, mes ressources sont toutes brûlées, j'ai de la misère à embaucher, Là, tous les problèmes sont là. Après ça, il va dire « J'aimerais ça aller dans le nuage, j'aimerais ça m'optimiser, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça. » Là, tu arrives avec la solution canadienne qui est exactement la même que la solution américaine. Et l'hôpital décide d'aller avec la solution américaine. Le même hôpital qui va aller demander à son gouvernement « J'ai besoin d'argent parce que je voudrais embaucher plus, parce que je voudrais faire plus, parce que j'ai besoin. »
Puis là, le gouvernement dit, ben l'économie ne roule pas assez, je ne peux pas t'en donner autant que tu en voudrais. Là, vous comprenez, c'est un cercle, là. Fait que moi, je fabrique un nuage qui serait compatible, qui ferait en sorte qu'on pourrait ne pas envoyer ces données-là aux États-Unis, mais pour une raison que, je vais appeler ça les lobbies, la force des lobbies américains, bien, cette force des lobbies-là nous fait faire des choix qui ne sont pas logiques. Est-ce que vous allez me dire, ouais, mais Stéphane, tu n'as pas toutes les fonctionnalités? Si je vous demande, dans votre fichier Excel que vous ouvrez à chaque matin, dans toute Office ou dans toute votre application Excel, est-ce que vous utilisez 100% des données qu'il y a à l'intérieur d'Excel? Ou vous utilisez environ 5% des données qu'il y a dans Excel? La vérité, c'est qu'on utilise un petit pourcentage des données, pas des données, mais des fonctionnalités dans Excel. C'est la même chose au niveau du nuage. Quand tu es Microsoft, ben, tu fabriques un nuage pour l'ensemble de la planète, pour l'ensemble des systèmes, pour l'ensemble de tout. Fait qu'il faut que ça soit, entre guillemets, prêt pour le médecin, prêt pour l'enseignant, prêt pour l'ingénieur, prêt pour l'industrie, prêt pour tout le monde. Fait que tu construis un monstre là, pour qu'il soit prêt pour tout le monde. Quand tu es un plus petit cloud, tu essaies de te spécialiser. Tu essaies de faire en sorte que ton marché cible, bien, que tu puisses dresser 80% des besoins du marché cible. C'est pour ça que dans notre cas à nous, on s'est dit, on ne fera pas l'erreur d'aller dire à tout le monde, nous avons fabriqué un cloud, nous pouvons compétitionner Microsoft, Google, Amazon, on a 100% des mêmes fonctionnalités, fait que venez chez nous. C'est pas ça qu'on fait. On n'est pas fous, on sait que ça ne fonctionnerait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les clients cibles, le domaine financier. Puis on leur a dit, toi, le domaine financier, qu'est-ce que tu aimerais avoir? C'est quoi 80% des fonctionnalités que tu utilises? Puis est-ce que je suis capable de les faire? Et la réponse est venue très rapide, oui, on est capable. Donc, ce n'est pas un problème technologique. La technologie n'a aucun rapport là-dedans. C'est vraiment sociétal. C'est nous, en tant que société, qu'il faut qu'on se dise, est-ce que ça nous tente de faire les efforts pour ne pas faire le choix facile? Parce que le choix facile, c'est Microsoft, Google, Amazon. Les efforts, c'est de se concerter en tant que société, puis de se donner la légitimité et de se donner la chance de pouvoir en fabriquer un cloud souverain. C'est ça, dans le fait, le choix de société qu'on a à faire. Et si on ne le fait pas, vous allez me dire, c'est pas si grave, Stéphane. C'est pas si grave. C'est pas si grave, sauf que là, la prochaine vague, c'est quoi? La vague d'il y a 10 ans, c'était l'info nuagique. Selon moi, il n'est pas déjà trop tard, mais il n'est pas loin d'être trop tard, en toute transparence. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à fabriquer notre grand cloud souverain, mais pour tous les clients qui sont déjà verrouillés dans Microsoft, Google, Amazon, c'est déjà trop tard. S'ils ne pouvaient pas le faire en janvier parce que les entrepôts ont fermé, s'ils ne pouvaient pas le faire en mars parce que les tarifs sont arrivés, s'ils ne pouvaient pas le faire au printemps parce que la Commission européenne a confirmé que les États-Unis pouvaient fouiller dans nos données quand ils voulaient, sans même en parler à l'Europe, pourquoi ils voudraient le faire aujourd'hui? Je me demande pourquoi. Mais là, la prochaine vague, c'est la vague de l'intelligence artificielle. Elle se nourrit de quoi, la vague de l'intelligence artificielle? De la donnée. Elle a besoin de beaucoup de données, énormément de données. D'ailleurs, elle a tellement de besoin de données que vous allez voir apparaître des devices. Là. Vous allez le voir apparaître là, de plus en plus de devices qui vont écouter tout ce qu'on dit du matin au soir pour pouvoir faire des résumés quotidiens, qui vont prendre toute l'intelligence sur nos photos pour pouvoir nous rendre service. Toutes les fonctionnalités qui vont arriver au cours des prochains mois, prochaines années, vont être dans un but unique, de récupérer le plus possible de données et de rendre la bête de plus en plus brillante. C'est ça, en fait, qu'ils sont en train... Quand je dis qu'ils sont en train, là, il ne faut pas avoir l'impression que je suis contre les MAGA ou que je suis contre les clouds américains, mais je suis un peu contre le fait que l'intelligence artificielle planétaire repose sur 4 joueurs. On est plus que 4 joueurs à travers le pays, à travers le monde, qui peuvent apporter leur petite touche au niveau de l'innovation. Parce que la majorité des grandes innovations ne proviennent pas des grands joueurs. Les grands joueurs achètent les compagnies qui créent l'innovation. Mais ces compagnies-là qui créent l'innovation, s'ils veulent en créer de l'innovation, ça leur prend de l'oxygène. Imaginez, on donne 18 milliards par année aux clouds américains. C'est beaucoup d'oxygène qu'on leur donne pour favoriser l'innovation. Avec mon 1,5 milliard en 10 ans, j'ai réussi à embaucher 350 personnes. J'ai réussi à avoir des centres de données à Québec, à Montréal, à Toronto. J'ai même réussi à créer de la propriété intellectuelle. Parce que notre cloud, quand on regardait qu'est-ce que les gens, puis pourquoi que ce cloud-là pourrait être différent, on s'est dit, « Hey, c'est donc bien polluant le cloud. C'est donc bien polluant le traitement de l'intelligence artificielle. On devrait avoir quelque chose à travers le Canada qui fait en sorte qu'on pourrait faire ça de traitement éco-responsable. On a l'énergie propre au Québec. On a le climat qui est excessivement favorable. Le climat moyen au Québec, c'est 4 degrés.
température parfaite pour ne pas ouvrir les refroidisseurs de serveurs. On a même inventé des systèmes de récupération de la chaleur pour alimenter des serres à l'année. On a fait ça au Québec, là. Donc, on est capable de faire un traitement éco-responsable pour l'intelligence artificielle. C'est une innovation. On est capable de faire ça. Moi, je suis allé directement voir NVIDIA en Californie. J'ai dit à NVIDIA en Californie, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai dit à NVIDIA en Californie, on reste là-dessus. Momentum. J'ai dit à NVIDIA en Californie, est-ce qu'on pourrait, au Canada, avoir un bassin de ressources NVIDIA? Ils m'ont dit non, Stéphane, malheureusement. Toutes nos commandes en ce moment partent chez Google, Microsoft, Amazon. Alors, les plus petits joueurs qui veulent avoir accès à des processeurs, des fameux GPU qui sont le cœur de l'intelligence artificielle, bien, il faut qu'ils attendent. Là, j'ai dit, ouais, mais nous, on a peut-être découvert quelque chose. On a découvert que l'intelligence artificielle et le traitement de l'intelligence artificielle est en train de provoquer un mouvement mondial qui n'est pas si cool, là. Il y a des usines, des usines électriques thermales qui sont en train de revenir en vie. L'énergie fossile est encore pleinement utilisée. C'est une catastrophe environnementale. Puis nous, on pense qu'au Québec, on a peut-être quelque chose de différent, là. On pense que le climat, on pense que l'hydroélectricité, on pense que nos façons de faire pourraient fouiller, puis on pourrait, je pense, trouver quelque chose pour le traitement éco-responsable. NVIDIA m'a regardé en disant, c'est ça qu'on cherche. Ça, on va te mettre en avant des grands joueurs américains. Fait qu'on a réussi au Québec, à Lévis, là, si vous allez voir sur le site de Qscale Micrologique, on a fait un partenariat avec NVIDIA pour créer la première ferme mondiale de traitement éco-responsable pour l'IA. Vous allez dire, Stéphane, c'est gros de même. Microsoft est en train de fabriquer des parcs et des parcs. Tesla est en train d'en faire. Facebook est en train d'en faire. Mais il faut commencer à quelque part. Fait qu'est-ce que je vais toujours m'arrêter en me disant que j'y arriverai jamais parce que Microsoft, Google, Amazon l'ont fait? Ou je vais dire, justement, parce qu'on est petit, on a cette agilité-là, on est habile, puis on peut prendre notre cerveau collectif puis faire des grandes choses. Moi, je crois encore qu'on peut faire des grandes choses, même si je n'ai pas sur ma carte d'affaires un badge Microsoft, Google et Amazon. Je pense que mes employés qui ont un badge micrologique ont autant de talent, ont autant de potentiel et ont autant de droits d'avoir du succès ici au Canada que ce que Google était, ce que Microsoft était, ce que Facebook était dans leurs premiers jours. Nous, ça fait 40 ans d'histoire qu'on a du côté de Micrologique. Ça fait 10 ans qu'on propulse un cloud, mais là, aujourd'hui, c'est l'éveil. Tout le monde se cherche un cloud souverain. Mais tout le monde dit, est-ce que vous auriez les 800 fonctionnalités, comme je disais tantôt? Nous n'avons pas besoin d'avoir les 800 fonctionnalités. On a juste besoin de se faire confiance en tant que société. On a juste besoin de se donner la chance de se dire, c'est pas grave si ça prend 3 ans, c'est pas grave si ça prend 5 ans, excusez-moi, pour arriver à avoir des acteurs nationaux, mais il faut vraiment qu'on aille là. Tantôt, je parlais du traitement éco-responsable de l'IA, mais il y a autre chose au niveau de l'IA puis au niveau du traitement qui m'inquiète. C'est que l'IA se sert de nos données, mais se sert de toutes nos données. Ça devient difficile quand on a ce qu'on appelle des bassins de données, des data lakes en anglais, de faire abstraction de qu'est-ce qui est sensible, moyennement sensible, peu sensible. Ça devient difficile pour les organisations de paramétrer le niveau de sensibilité des données. Donc, quand on a besoin de faire un traitement pour le IA, on prend l'ensemble du data lake puis on le promène. On l'envoie chez le fournisseur qui fait le traitement de cette donnée-là. Vous imaginez à quel point on vient de donner un cadeau à un fournisseur américain? L'université qui décide de faire un traitement pour son projet de recherche, pour un vaccin, pour son projet de recherche, pour une innovation, pour une thèse, puis qui dit, je vais aller chez Google, chez Microsoft, Amazon, puis je vais tout mettre ça, il vient de nourrir la bête. Il vient de nourrir la bête avec des données qui valent une fortune. Il vient de nourrir la bête avec des données qui pourraient servir à quoi? Ils pourraient servir à nous créer, nous, une donnée souveraine. À quoi ça peut servir une donnée souveraine? D'avoir notre identité. Pourquoi, quand on tape sur ChatGPT, donne-moi le règlement de telle chose ou donne-moi telle innovation, lui, il va me donner les éléments de façon générale? C'est parce qu'il se nourrit de façon générale et non pas de façon spécifique. Moi, quand je pose des questions à ChatGPT, j'aimerais ça pouvoir avoir une version canadienne de ChatGPT, une version qui se base sur nos lois à nous, sur nos mœurs à nous, sur nos façons de faire à nous, sur nos religions qui sont véhiculées ici, sur tout ce qu'on est comme peuple. L'intelligence artificielle qui va jouer avec 4 partenaires mondiaux va faire quoi exactement? Va faire en sorte qu'on pense tous de la même façon? Alors moi, ça me fait peur.
Moi, ça me fait peur, surtout que c'est les États-Unis aujourd'hui qui, avec le Cloud Act et le Patriot Act, ont accès à toutes les données qu'on leur envoie. Et on ne peut pas dire qu'ils en font bon usage tout le temps. On a vu Elon Musk, au mois de mars, avoir accès, avec son fameux projet de Doge, à l'ensemble de la donnée américaine du Pentagone. Pensez-vous qu'il n'y avait pas de données canadiennes à travers ça? Puis pensez-vous qu'il n'y avait pas de données canadiennes qui étaient en traitement à travers ça? Tous les exemples, durant les 6 derniers mois, ont servi à nous montrer que c'est maintenant qu'il faut faire l'éveil. Si vous me demandez pourquoi je me lève depuis 15 ans, c'est pour tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se passer, c'est les 6 derniers mois, je vais le dire comme ça, me donnent raison. Mais est-ce que les 6 derniers mois font en sorte que les gouvernements font les actions nécessaires? Ben non, les gouvernements, là, leur première réaction, c'est de dire on va arrêter d'envoyer notre argent aux États-Unis, puis à la place, on va s'en créer un cloud. Fait qu'un gouvernement au Québec qui dit ben moi, je vais en fabriquer un cloud. Nous, ça nous a pris 10 ans, 350 personnes à temps plein, 180 millions d'investissements. Ça, c'est pour une entreprise privée, vous le savez, là, c'est l'équivalent du gouvernement à 1000 personnes, 1,2 milliard. Équivalent. Je vois des sourires, parce qu'on le sait tous que c'est vrai. Et pendant ce temps-là, si le gouvernement fait ça, un cloud privé, il va-tu investir dans l'économie d'ici ou il va dépenser notre argent? Il va dépenser notre argent? Absolument. Ou plutôt que d'investir dans l'économie d'ici et de créer quoi? De l'intelligence collective. Qui va faire quoi? Qui va créer de l'intelligence collective dans les entreprises. Moi, ma gang à moi, mes technologies à moi, quand on les déploie, c'est dans un but d'être dans un contexte favorable, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de faire en sorte que quand on s'en va dans une grande banque, bien, qu'on est capable d'arriver avec de l'expertise parce qu'on joue là-dedans à semaine longue. Même chose pour l'intelligence artificielle. Mon fils, William, a une compagnie d'intelligence artificielle qui s'appelle Nord AI. Et William, il fait de l'implémentation, justement, d'intelligence artificielle dans les organisations. William, je vais dire ça quand il est venu au monde, mais vous comprenez, je pense dans un contexte professionnel et dans un contexte d'affaires, William, quand il est venu au monde, il baignait dans ça. Il baignait d'un père qui avait fabriqué un cloud. Lui, il avait travaillé chez Micrologic. Pour lui, là, c'est le standard, là. Par contre, quand il s'en va chez un client, il n'y a personne qui sait de quoi il parle. Alors que tout le monde devrait savoir de quoi on parle. On a un retard important sur la connaissance de comment déployer de l'IA aujourd'hui en entreprise, comment déployer de l'IA aujourd'hui dans notre société. On a un grave retard. Il ne faut pas penser qu'on est en avant. Nous sommes en retard. Et si nous sommes des consommateurs des grands clouds américains uniquement, puis qu'on pense qu'on va prendre le leadership avec ça, on se trompe. Il faut laisser notre argent ici, il faut laisser notre expertise ici, il faut jouer avec l'intelligence artificielle, il faut jouer avec le numérique, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe pour être capable d'être des leaders. Alors, merci. Je vais juste regarder s'il y a des petits points que j'ai oublié de vous adresser, mais c'était ça, l'essence de mon message. Puis là, je viens de voir le chrono qui arrive top à 0. On va avoir la période de questions, mais juste avant la période de questions, je vais être certain que je n'ai pas rien oublié. Est-ce que ça a été intéressant? Oui. Merci. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, on est prêt pour la période de questions. 7 minutes que je vois sur le tableau. Alors, je ne vous vois pas, mais voilà. Bonjour. Oui. Salut, merci pour le talk. Merci d'avoir parlé du Patriot Act et du Cloud Act, parce que Solomon, quand il parle de cloud souverain, il oublie de parler de cette partie-là. Donc, moi, j'en dors pas la nuit en passant. Pour vrai? Oui, parce que c'est hallucinant de penser que toutes nos données sont accessibles par le gouvernement américain sans demander la permission à personne au Canada. Et sans le dévoiler. Puis, exactement, sans le dévoiler. Puis, tu sais, pour Microsoft, je vais aller à ma question. Non, mais vas-y, la question. Comment tes services sont-ils réellement souverains pour protéger tes clients du Cloud Act et du Patriot Act? Parce que, tu sais, l'Iran, le centrifugeuse, ils pensaient qu'ils étaient souverains jusqu'à temps que Stuxnet rentre puis pète tout. Oui. Puis, aussitôt que tu as un processeur Intel, le fameux IME que personne n'a vu pendant 10 ans, moi, je suis sûr qu'NVIDIA, dans ses GB200, il y a des backdoors pour le gouvernement. Donc, ça veut dire un environnement sans software américain, puis avec du hardware américain, tu es capable de contrôler comment techniquement tu fais ça? C'est une superbe question, puis honnêtement, j'ai le temps d'y répondre. Dans le sens où il y a 5 niveaux à la souveraineté. Il y a le niveau opérationnel, il y a le niveau de l'entreprise, elle vient d'où? Fait qu'on va les prendre un par un.
Elle vient d'où l'entreprise? C'est une entreprise à 50% plus canadienne ou à 50% plus américaine? Puis là, je ne parle pas des Microsoft Canada, des Google Canada. Là, on sait que Google et Microsoft... Assure-toi de ne pas passer par-dessus le bout de technique. Là, parce que je suis totalement pour les 350 emplois ici. Ça fait du sens, du gros bon sens. Mais à la fin de la fin, Donald Trump veut les données d'une business X ou d'un labo X. Parfait. Aujourd'hui, s'il est sur Microsoft, ils ont accès. Comment avec toi, ils n'ont pas accès? Bien, premièrement, ils n'ont pas accès si l'entreprise est majoritairement canadienne. Fait que c'est une propriété... Ben oui, moi j'ai une entreprise canadienne à 100%. Donc, le Patriot Act puis le Cloud Act, bien que c'est des licences Microsoft... Bien, c'est pas des licences Microsoft. OK, je continue ma réponse. OK? Fait que, élément numéro 1, il faut que l'entreprise soit canadienne. Quand les clouds américains viennent dire « les données sont ici, inquiétez-vous pas », même si les données sont ici, si les données appartiennent à un cloud américain, il est associé au Patriot Act, Cloud Act. Si les données sont à un cloud canadien, ils n'ont pas accès à ça. Fait que, élément numéro 1. Deuxième volet, l'opération. Donc, qui opère? Est-ce que c'est des opérateurs indiens, des opérateurs asiatiques, des opérateurs américains ou des opérateurs canadiens? Donc, ça, c'est la deuxième question. Où se fait la propriété? Troisième point, le volet de la technologie. Est-ce qu'on utilise des technologies qui sont propriétaires ou des technologies qui sont ouvertes? C'est là mon point. Donc, quand on accueille les gens, nous, on les accueille. Exemple, un client qui part de... Je vais parler un peu plus technique, là. Il y a OpenShift qui s'en vient. Il part de son environnement on-prem, puis il s'en va dans le cloud avec OpenShift. Microsoft, Google, Amazon ont leur version d'OpenShift qui est propriétaire. Moi, j'ai ma version d'OpenShift qui est ouverte. Donc, il y a des moyens d'utiliser des technologies ouvertes. J'utilise aussi les mêmes technologies américaines. Broadcom, c'est moi le cloud souverain canadien pour Broadcom. Si vous allez sur le site de VMware puis vous dites c'est qui le cloud canadien pour VMware, ils vont nous sortir. Mais est-ce que je suis sur le cloud américain de VMware ou le cloud européen? Pas du tout. C'est moi qui héberge. Fait que je prends une licence d'un logiciel américain puis je le mets. Donc ça, c'est les 3 niveaux. Les emplois, la propriété de l'entreprise puis les opérations. Le 4e niveau, c'est justement le volet, est-ce que les processeurs, est-ce que les centres de données, est-ce que la mémoire, est-ce que les disques rigides sont canadiens? Là, si on essaie d'aller dans ce niveau-là, c'est impossible. Donc, c'est impossible de penser qu'on va pouvoir tout faire ça. Par contre, les 3 premiers niveaux, on est capable de le faire, on le fait déjà. Donc, ça existe déjà d'être capable d'être souverain au Canada. Gartner a sorti une analyse mondiale en disant, on va faire le tour de tous les clouds à travers le monde, puis on va déterminer c'est qui les clouds souverains par juridiction. Bonne nouvelle, c'est nous autres, le cloud souverain canadien, selon Gartner. Puis c'est les 3 critères qu'ils ont analysés. Ça, c'est un cadeau de Noël. Tu sais, quand je vous parle, là, cet été, quand on a reçu l'appel de Gartner, c'était l'équivalent au chef d'un restaurant qui reçoit les étoiles Michelin. C'est la même affaire. J'ai fêté autant qu'un chef qui a reçu les étoiles Michelin. J'aurais 50 autres questions, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Merci, c'est gentil. Peut-être votre nom pour la prochaine personne ainsi que votre question, s'il vous plaît. Il me reste encore quelques minutes. Oui, bonjour, Denis Exam. Bonjour. Ariane Géométrie. Dans la foulée de ce qui vient d'être dit, j'aimerais t'entendre sur le concept de confidential computing, en particulier server-side encryption versus cloud-side. Ça ne change rien. Que les données soient encryptées. Et les processeurs là, avec les enclaves là, qui sont en dehors du CPU, qui peuvent processer ou en fait traiter des données, même chiffrées, à distance. Puis en passant, là, je vois un peu l'angle de vos questions. Il ne faut pas s'imaginer que si on commence à utiliser un cloud souverain à partir d'aujourd'hui, que dans 3 ans, les Américains ne connaîtront pas tout ce qu'on leur a envoyé depuis les 50 dernières années. Il est déjà trop tard. Autrement dit, là, est-ce que notre avenir numérique est déjà dans les mains des Américains? Oui, on a déjà perdu ce combat-là. Est-ce que pour la suite, on veut faire quelque chose de différent? C'est ce qu'on est en train de regarder. Est-ce que les volets d'encryption viennent changer la donne? Pas du tout. Dans le sens où les volets d'encryption, ça n'enlève pas le volet de la juridiction. Donc, si demain matin, même si les données sont encryptées, Amazon ferme ses entrepôts, on ne veut plus d'Amazon, on veut bouger nos charges, on est encore prisonnier d'Amazon. Fait que c'est toujours le concept de est-ce que je suis libre ou je suis prisonnier? Okay. Ma compréhension des lois dites extraterritoriales, c'est que dès que ça roule sur un processeur qui est conçu ou fabriqué aux États-Unis, il se donne le droit d'accéder aux données. Par contre, c'est ma compréhension des lois d'extraterritorialité. On pourra en avoir une discussion. Mais si tu contrôles le chiffrement de tes données sur le cloud qui est hébergé chez Micrologic ou ailleurs, bien là, il me semble que c'est le meilleur des 2 mondes. Je vais vous envoyer, en fait, on prendra vos coordonnées, 2 documents. Un, c'est le guide de la souveraineté de la donnée qui explique tout ça, c'est une 40aine de pages.
Et le deuxième volet, la fameuse Commission européenne que je vous parlais, les 3 questions que vous venez de poser, ils sont là. Puis Microsoft répond à ces questions-là. Et Microsoft est obligé de répondre à un moment donné à pourquoi il a donné au gouvernement les clés de désencryption d'une nation. Je ne sais plus lequel, là, mais c'est arrivé au printemps. Puis là, Microsoft est obligé d'avouer que j'ai été obligé de donner les clés de chiffrement, même si tout le monde pensait que c'était... Fait que on va prendre vos coordonnées et je vais vous donner les deux informations. Ton combat, la souveraineté, c'est important pour tout le monde. Oui. L'idée, en fait, c'est pas mon combat. C'est qu'on se parle. C'est pas mon combat, c'est notre combat. Ouais. Selon moi, la solution est dans les architectures. Oui. Il faut mettre toutes nos connaissances ensemble pour trouver les meilleures architectures qui protègent à la fois les données, les infrastructures et, je te dirais, le besoin de confidentialité des données sensibles. Voilà. Puis vous savez qu'il y a quand même ce qu'on appelle des low-hanging fruit. Fait que est-ce qu'on devrait commencer à penser aujourd'hui au prochain processeur dans 10 ans? Possiblement, mais il y a quand même des low-hanging fruit aujourd'hui qu'on est capable de faire en tant que société. Mais vous avez raison, c'est pas mon combat, c'est notre combat. Merci. Merci. Prochaine question. On va squeezer 2 autres questions rapidement là, parce qu'on est juste un peu over, mais allons-y. Oui, bonjour, mon nom est Olivier Lemédosti. Bonjour. C'est un peu comme une continuation par rapport à l'architecture et comment que ça se gère, parce que j'aime bien, j'adore l'intention, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que, oui, l'exemple, c'est, mettons, Wikipédia ou d'autres entreprises qui ont des données qui n'est pas vraiment possédée par un pays quelconque. Ce serait l'idée, ce serait de permettre comment est-ce qu'on peut interopérer quand il y a plusieurs personnes, entités qui veulent être souveraines dans comment ils gèrent leurs données, alors que c'est pas nécessairement fiable. Il y a une variation dans la fiabilité des data centers, etc., selon... Je ne sais pas si c'était clair. Non. OK, excuse. Donc, l'exemple, c'est comment est-ce qu'on fait pour que Wikipédia pourrait utiliser, mettons, Micrologic pour leur data center au Québec? En fait, je comprends l'angle de votre question. Ouais. Le but, c'est pas de savoir comment on ferait ou non pour Wikipédia. C'est de se dire, est-ce que les Canadiens acceptent que leurs données soient chez Wikipédia? C'est plus ça la question. C'est pas de se poser la question comment je ferais pour partager ou pas partager. C'est de savoir, là aujourd'hui, nos données canadiennes sont partagées sans qu'on ait quoi que ce soit à dire. Tout le monde peut voir nos données sans qu'on ait quoi que ce soit à dire. Est-ce qu'on pourrait au minimum décider? Autrement dit, nos données de la santé, est-ce qu'on pourrait décider si, on va regarder l'exemple de Wikipédia, est-ce qu'on pourrait décider si on accepte que Microsoft envoie notre bassin de données? C'est de ça qu'on parle. Là. Fait que le volet de la souveraineté est moins langue technologique et plus langue sociétale et légale et d'être maître de nos choix, ce qu'on veut faire, nous, avec nos données. Nos données patients, nos données sociétales, les données des ministères, les données des permis de conduire. Tu sais, dans le volet ça clique, là, j'entendais que nos tables de données étaient rendues au Vietnam, qui étaient rendues en Inde. Nos tables de données, les Québécois, là, est-ce qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut? Parce que quand ça s'est dit à la commission ça clique, tout le monde disait ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas ça. Alors, à partir du moment où on ne veut pas ça, on aurait-tu la possibilité de dire non, ne le faites pas? C'est là que les joueurs américains vont dire ben non, si on veut le faire, on va le faire. Ça fait partie du Cloud Act. Fait que c'est moins technologique. Merci. Dans le fond, les données sensibles devraient être gérées absolument. Consciemment. Consciemment, tout à fait. Ouais. Merci pour votre question. Dernière question. Je vais y aller très rapidement. J'amène ailleurs, pas au niveau technique. On parle de souveraineté. Je demande si vous avez à Micrologic une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le gouvernement décide. Puis là, je lance un peu vote proportionnel, action des syndicats et des travailleurs sur les orientations des entreprises. Surtout dans un contexte où le fascisme est de plus en plus intéressant. Là. Donc, pour toi, au point de vue politique, la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire au niveau politique? Bien, on se dit, hey, le Canada, on prend des décisions. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça, le Canada qui prend des décisions? Pour moi, je crois que la souveraineté, on doit également penser... Puis je pense au modèle, par exemple, que les banques ont, le modèle de gouvernance. C'est quoi la gouvernance? Ouais, okay. Il y a un modèle ahistorique, par exemple, qui dit que toutes les parties prenantes doivent être prises en considération, puis on ne prend pas la souveraineté du peuple. Hein? Donc, ça serait quoi? Pour moi, une souveraineté, c'est également de permettre au peuple, à tout le monde, d'avoir un mot à dire. Puis pour l'instant, j'ai l'impression, justement, de parler des lobbies, on parle de l'antitrust d'une certaine manière. On a de moins en moins de pouvoir collectif. Donc, comment... pas juste le pays, mais
sa population peut avoir un mot à dire sur nos orientations. Vous savez, en passant, qu'on a déjà eu ce combat-là, hein? Ben, c'est un combat on en a déjà un qui s'appelait l'hydroélectricité. À l'époque, nous n'étions pas maîtres de notre hydroélectricité et on a décidé de se prendre en main. Comment qu'on a fait? Ben là, la suite, vous la connaissez. Dans le cas ici, je sais, en fait, j'ai rencontré des ministres dans les dernières semaines au niveau fédéral et c'est la question qu'ils me posaient. Stéphane, si jamais on veut avoir un lexique souverain canadien, ça serait quoi? Comment on ferait pour déterminer, ça veut dire quoi un cloud souverain? Comment on ferait pour déterminer quelles données devraient rester ici puis quelles données ne devraient pas rester ici? C'est à ça qu'ils sont en train de réfléchir en ce moment. Et le volet sociétal, ça fait en sorte que c'est les citoyens qui décident d'adopter ou non les gouvernements qui vont voter ces projets de loi-là. Fait que si un projet de loi fait en sorte que dans 4 ans, la notion souveraine n'a fait plus notre affaire, ben parce que ça va être une notion gouvernementale, parce que ça va sûrement être un décret ou une loi, parce que ça va être avec des mesures très précises, ça va être peut-être plus facile. Mais à mon avis, ça, c'est trop tard. Ce qu'on est en train de jaser, vous puis moi, là, c'est déjà trop tard, dans le sens où c'est maintenant. On a 2 à 3 ans pour faire le virage. Là. Si aujourd'hui, puis je vous le dis, là, chaque mois qui passe, puis qu'il n'y a rien qui se passe, c'est un mois qu'on vient de perdre, puis tout bad. Là. On est à 2 ans de ne plus même pouvoir s'élever au niveau de la souveraineté. Fait que c'est pour ça que, en ce moment, à l'ONU, là, si vous regardez dans l'actualité, c'est un des sujets. L'intelligence artificielle et la souveraineté des données sont rendus des sujets qui se discutent à l'ONU. C'est assez important pour ça, là, parce que c'est rendu une question de sécurité nationale. Nos données sont aussi importantes que ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, on remercie Stéphane Garneau, président, chef de la direction chez Micrologique. Merci à vous, le public, pour vos questions, même si c'est un trait un peu dans le technique, mais j'espère que vous avez apprécié cette belle conférence. En tout cas, moi, j'applaudis Stéphane et sa mission de combattre les géants avec leur toute petite entreprise, là, Google, Amazon, Microsoft. Donc, oui, c'est bon d'ouvrir le sujet sur... de challenger le statu quo et ne pas seulement accepter qu'on n'a pas le choix et que c'est trop tard. C'est des compagnies comme ça qui veulent promouvoir qu'on a une opportunité de nous-mêmes créer des clouds souverains ou des entreprises qui peuvent justement nous permettre de nous libérer un peu et d'avoir notre propre, propriété intellectuelle ou de continuer l'avancement technologique ici au Canada. Bon, je vais vous annoncer qu'on va prendre une pause pour le lunch. Alors, on va prendre environ 1 heure de pause ici sur cette scène, donc la scène de la Satosphère, ainsi qu'en bas sur la scène Innovation. On va reprendre à 13h pour le forum francophone sur l'IA présenté par Afria à 13h ici sur cette scène. Et en bas, au premier étage, à la scène Innovation, on va présenter la vitrine MTL Connect ainsi que les lauréats des MTL Tech Awards qui vont être dévoilés, là, les grands gagnants, jeudi. Alors, bon lunch. Pour les internautes qui nous suivent d'un peu partout, ben, bon dîner, déjeuner, lunch, whatever. Et on se retrouve plus tard pour le reste de la programmation. Merci, à tout de suite. Au revoir.